Je vous propose, pour illustrer cette thématique deuil au travail, un enjeu pour les entreprises et les institutions, de commencer par écouter le récit de Laurence Ferrari. Lors des précédentes assises, elle était venue nous raconter son retour au travail après le décès de sa mère. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à Audrey, qui est quelqu'un qui m'est très cher, qui est une amie et qui va rendre cette prise de parole publique plus facile. C'est la première fois, effectivement, que je parle publiquement du deuil qui m'a frappée quand j'avais 22 ans. J'ai perdu ma mère de façon très brutale, suicide violent. Le traumatisme, évidemment, il était total. Je n'étais pas préparée, même si je l'avais un peu anticipé. Aucun soutien psychologique à l'époque. C'était il y a 30 ans. Évidemment, aucune prise en charge depuis non plus. Le deuil, il a plusieurs niveau pour moi. Personnel, évidemment, on fait avec sa douleur, on fait avec ce qu'on est, les valeurs qu'on a. Familial, les places dans la famille bougent à ce moment-là. Quand il y a un absent, que ce soit la mère ou un père ou un enfant, tout le monde bouge en fait dans la famille. Il faut que chacun retrouve sa place. Et puis après, il y a un impact social, effectivement. Moi, j'étais jeune journaliste, travaillais dans une grande rédaction. Je venais juste d'être intégrée. Et je suis revenue très vite travailler après avoir enterré ma mère. Et j'ai intégrer instantanément l'injonction à aller bien. C'est une anecdote que je vais vous donner. Je suis arrivée le premier jour, j'ai posé mon sac, je me suis assise à mon bureau. Une de mes collègues était en face de moi, elle m'a dit « Comment ça va ?» J'ai levé la tête, j'ai ouvert la bouche, elle était déjà à l'autre bout de la rédac pour faire autre chose. Donc là, j'ai compris, ma cocotte, il va falloir que tu serres les dents et que tu apprennes à ne plus en parler. À côté de ça, il y a eu des femmes et des journalistes formidables qui m'ont aidée, soutenue pendant tous les mois qui, évidemment, représentent le parcours du deuil et que vous connaissez tous. Mais cette injonction-là, elle est très forte. C'est-à-dire, reprends ta place dans le trafic. Redeviens normal vite. Alors, il y a 15 jours, un mois, on va tolérer que tu ailles pas très bien, que tu as l'air défait, que tu as l'air fatigué. Mais depuis, invariablement, à la question « Comment tu vas ?», c'est « Très bien ». Donc cette injonction sociétale, elle est évidemment très très prégnante, très forte, et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra travailler à l'avenir. Et parce que souvent, ce qui est assez incroyable, c'est que parler du deuil, parler de son parcours personnel, on le fait plus facilement à des inconnus qu'à des gens qui vous entourent. Et c'est pour ça que le travail que va sans doute commencer à enclencher Empreinte, c'est peut-être de savoir qu'il y aura quelqu'un qui est extérieur à tout ce que vous connaissez, qui pourra écouter un jour cette parole. C'est une présence, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, ne serait-ce que pour raconter, pour dire où vous en êtes, parce que voilà, le deuil, c'est des étapes différentes. Hein, c'est des premières fois à la première année, des deuxièmes fois, et puis après, voilà, c'est un travail au long cours et qui, évidemment, a des répercussions tout au long de la vie. Voilà, c'était un témoignage donc de Laurence Ferrari lors de ses premières assises du deuil. Un retour au travail vraiment difficile. C'est pas facile non plus pour les collaborateurs ou les managers de savoir comment se comporter face à une personne en deuil. Nous allons accueillir maintenant un docteur en anthropologie. Il s'agit de Marc-Antoine Berthaud, qui est en duplex de Lausanne. Bonjour Marc-Antoine Berthaud. Bonjour à vous. Bonjour Marc-Antoine. Soyez le bienvenu. Vous êtes donc docteur en anthropologie, professeur à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Alors, vous pouvez préparer des questions, vous qui nous suivez, qui suivez ces assises. Si vous souhaitez en poser à Marc-Antoine Berthaud, profitez-en, allez-y sur le chat. Marc-Antoine, vous êtes le seul à notre connaissance à avoir écrit en 2011 un ouvrage sur le deuil au travail. Votre ouvrage s'intitule « Un deuil au travail, la mort dans les relations professionnelles ». Quelle est la réalité du deuil dans le cadre professionnel? Dites-nous un peu. On a vu le témoignage d'Yves tout à l'heure, par exemple. Son chef a été super avec lui. Puis après, il y a eu le témoignage d'Annick. Alors elle a été d'abord placardisée, puis après licenciée. On a l'impression en fait qu'il n'y a pas de cadre, que tout ça, c'est un peu artisanal. Oui, vous avez raison. Je pense qu'on est dans une zone de flou, en quelque sorte. Mais j'aimerais peut-être commencer par dire que la question de la mort dans le monde du travail semblait avoir été réglée durant plusieurs décennies sur le fait que les congés spéciaux, durant le temps des funérailles ou juste au moment d'organiser les obsèques,
permettait aux employés de bénéficier de quelques jours de congé. On ne s'intéressait pas forcément au deuil. Et cette question du deuil et de son accompagnement dans les entreprises est désormais un peu récent, ce qui explique aussi peut-être ce flou. Et on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Vous avez raison. Pourtant, on voit bien qu'un accompagnement sur les questions du deuil permet au fond de prendre en charge des questions de bien-être et de santé au travail. C'est quelque chose d'essentiel. Donc ça permet aussi de dire que le deuil n'est pas qu'une trajectoire individuelle, qu'un vécu singulier et psychologique, mais que le vécu du deuil comporte toute une dimension à la fois collective et sociale, d'où l'importance de l'entreprise dans la prise en charge et dans l'accompagnement, vu que ça a été rappelé par Marie Tournigan tout à l'heure, on passe énormément de temps dans le milieu du travail pour les personnes actives et on est très engagé dans les relations professionnelles. Et vous l'avez bien dit, en fait, les travaux de recherche, notamment en sociologie du travail, en sociologie des institutions ou en anthropologie de la mort, finalement ne traitent que très peu cette question. Et je pense que ça dit quelque chose, au fond, d'un sujet qui reste encore et peut-être trop centré sur ce vécu individuel et psychologique du deuil. Donc, j'aimerais peut-être soulever le fait qu'il est effectivement difficile pour les entreprises de trouver une voie face à ce sujet. Et on l'a entendu à travers les différents reportages et témoignages durant cette première partie de matinale. En fait, le deuil relève à la fois du registre privé, du registre intime, mais dans le même moment, et pour reprendre une expression d'une personne en deuil que nous avons rencontrée, on ne peut pas laisser sous le paillasson son deuil en entrant dans l'entreprise. Et cet élément est très très important puisqu'il y a une forme d'ambiguïté potentielle avec le deuil au travail. Et ça a été dit tout à l'heure, on ne sait pas toujours si c'est un ressourcement pour la personne, c'était le témoignage d'Yves, et puis au contraire, un lieu où la peine va être renforcée. Et j'ai une citation ici intéressante d'un secrétaire syndical que nous avions rencontré, et je la reprends ici. Quand vous vivez des moments comme ça, le deuil en l'occurrence, vous prenez vos 3 jours, vous retournez au travail, et chaque fois que vous rentrez chez vous, vous faites le poing dans la poche et vous pleurez toutes les larmes que vous pouvez. Cela dure environ 2 mois. Cette citation, je pense, éclaire très bien cette ambiguïté en fait entre lieu de travail comme ressource ou est-ce que c'est plus difficile ensuite de retourner à la maison où en fait on est dans un contexte où la peine et le chagrin peut se vivre. Donc c'est un enjeu très complexe à gérer pour les entreprises et on est ici, je crois, par analogie aussi dans des mêmes questionnements pour l'accompagnement des proches ou des proches aidants comme on les appelle en Suisse. J'aimerais brièvement illustrer cette ambiguïté avec un exemple de 2 ouvriers dans l'industrie chimique qui ont été confrontés à la perte d'un enfant et devaient retourner quelques mois, un mois et demi après la perte de leur enfant au travail. Et tous 2 étaient amenés à travailler de nuit. Pour l'une des 2 personnes, travailler de nuit était un moment de réflexion, un moment propice à la méditation, au calme, moins exposé aux collègues et en fait a demandé d'être plus régulièrement dans le tournus de nuit. À l'inverse, son collègue, au fond, pour lui, ce temps en fait de nuit, de travail de nuit, était source d'angoisse, était un lieu où le chagrin était rappelé et où il manquait une dynamique relationnelle pour être supporté. Donc, il a demandé d'être sorti en quelque sorte de ce tournus de nuit. Par conséquent, on voit bien que face à des situations relativement similaires, il n'est pas si évident de mettre en œuvre des bonnes pratiques tout en faisant, au fond, attention de ne pas homogénéiser les parcours de deuil, les situations, et de ne pas lisser les différences entre les vécus de deuil pour une réalité qui touche quand même bon nombre de personnes. L'étude précédemment évoquée l'indique bien. Donc, il importe d'avoir des repères et de construire ce qu'on pourrait appeler une forme d'intelligence collective qui est propre et spécifique à chaque entreprise pour accompagner au mieux les personnels au deuil. Donc, sur cette base, pour vous donner peut-être quelques éléments concrets ou quelques indications un petit peu plus spécifiques, j'aimerais peut-être rappeler quelques points qui pourraient s'avérer utiles ou des formes de recommandations, des enjeux qui pourraient être repris et rediscutés au sein des personnes concernées par l'accompagnement d'un deuil au sein des entreprises. Le premier élément que j'aimerais peut-être évoquer, c'est tout d'abord de dissocier dans une certaine mesure la question de la gestion administrative des congés spéciaux, c'est-à-dire les congés qui sont octroyés aux personnes, au personnel, en fait, aux salariés, aux employés à la suite d'un décès,
dans la mesure où, en fait, ces congés sont actuellement encore très souvent ciblés sur une vision assez traditionnelle de la famille, une famille nucléaire. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les familles recomposées, la question du lien, du deuil est très importante et il faut que les entreprises puissent sortir en quelque sorte de cette vision parfois un petit peu trop resserrée sur la vision traditionnelle de la famille et considérer que l'intensité d'un deuil peut être très variable lorsque l'on perd un ami, lorsque l'on perd un ex-conjoint par exemple, et que ces différents éléments doivent être pris en considération. De la même façon, par rapport à l'importance du lien, je pense que les entreprises ne devraient pas négliger aussi certaines catégories de personnel. C'est ce que nous avons observé à travers notre étude. Très souvent, on pense peu aux apprentis, par exemple, qui vivent un deuil sur le lieu de travail, ou alors aussi à des catégories de professionnels comme les intérimaires qui viennent pour quelques mois en remplacement dans une entreprise. Donc, ce sont des éléments qui paraissent importants ici à prendre en considération, cette diversité des situations de décès qui sont fondées sur les liens affectifs et de reconnaître cette variation des deuils au sein du monde professionnel. Je peux évoquer simplement ici, par exemple, la question du deuil périnatal. Et c'est des éléments, en fait, qui ont déjà été rappelés tout à l'heure. Au niveau même de l'organisation d'une entreprise, j'aimerais peut-être évoquer aussi la question des protocoles, entre guillemets. C'est très difficile pour les employés des ressources humaines ou même pour les directions de rationaliser explicitement ou de systématiser un suivi de deuil. C'est souvent mal perçu en fait par les employés en deuil si les choses, entre guillemets, ne restent pas complètement spontanées. Donc une des pistes qui est possible et que nous avons très rarement observée auprès de la quarantaine d'entreprises avec lesquelles nous avons pu obtenir des informations serait d'établir une sorte de jurisprudence interne à l'entreprise. C'est une piste, à notre sens, intéressante et ça concernerait ou il s'agirait en quelque sorte de conserver quelques notes sur des situations internes aux entreprises qui ont été vécues pour voir dans quelle mesure on a une fois trouvé une bonne manière de collaborer avec l'employé en deuil. Une autre fois, ça s'est peut-être un peu plus mal passé, mais ça permet au fond de générer une sorte de culture d'entreprise interne à laquelle se référer. Et ça permet aussi, en quelque sorte, de sortir de ce qu'on pourrait appeler la culture de l'oralité. Parce que très souvent, en fait, des employés de ressources humaines nous ont dit, mais en fait, moi, je travaille en fonction de mon expérience. Si on n'est pas capable de gérer ça soi-même sur la base de l'expérience, sur ses aspects intimes et personnels, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais imaginez que vous avez un nouveau responsable RH qui vient dans l'entreprise, toute cette culture de l'oralité ou cette expérience ne peut pas être transmise. Donc d'avoir ces quelques éléments en fait de disposition de jurisprudence interne peut être très intéressante à développer. Peut-être encore un ou deux points. Tout d'abord, on a fortement constaté qu'il est important de privilégier ce qu'il faut dire et pas, il faut privilégier ce qu'il faut faire, mais pas nécessairement ce qu'il faut dire, justement, pour laisser un certain jeu à l'informalité par rapport aux propos qui sont échangés. Par contre, on peut clairement travailler au sein d'une entreprise sur ce qu'il faut faire. Et pour cela, ça permet de dire qu'il faut former les personnes, il faut leur donner les moyens d'être au clair sur les dispositions réglementaires et juridiques. Et c'est un élément très important puisque les supérieurs hiérarchiques pourront au fond donner les bonnes indications et ces indications pourront être saisies ou non, ça a été rappelé tout à l'heure, par les personnes en deuil, par les employés en deuil. Donc cet élément est important aussi parce que ça permet de mettre en évidence le rôle central du management ou des supérieurs directs. Et ce n'est pas exclusivement une affaire des directions et des ressources humaines que la question de la gestion du deuil, mais ce qui est central, c'est effectivement la façon dont les personnes qui sont au contact direct, les cadres avec les employés en deuil, vont mettre en œuvre en fait les réglementations et les dispositions et jouer en fait d'une certaine marge de manœuvre. Donc, dans cette perspective, on a aussi constaté qu'il est très important d'assumer le rôle de supérieur hiérarchique et surtout de ne pas faire de fausses promesses en quelque sorte. De dire oui, mais en fait, on va pouvoir vous aménager votre temps de travail alors que cela n'est pas possible et que ça n'a pas été vérifié en amont. Donc ces éléments-là sont très sensibles pour les personnes qui vivent un deuil. Donc mieux vaut être au clair, mieux vaut être formé. Donc à partir de cette perspective, l'important est de privilégier au fond dans les entreprises, à notre sens, les mesures de sensibilisation à la question du deuil, en formant, en proposant des ateliers, on l'a vu avec l'intervenant précédent. On peut privilégier des formations continues et aussi, pourquoi pas, c'est ce que l'association Empreinte met en place, avoir des référents deuil qui sont
proposés et formés au sein des entreprises. Enfin, peut-être un petit élément intéressant, parce qu'on l'a entendu à travers les différents témoignages, il est important pour les entreprises, je crois, de distinguer le fait d'informer et le fait d'annoncer quand on communique en termes de deuil. Puisque beaucoup de personnes pensent qu'en fait, on est au courant de quelque chose, qu'un deuil est survenu. Mais il n'y a eu aucune annonce. L'annonce montre quelque chose d'officiel. Donc, ça suppose un degré de collaboration et de communication à l'interne des entreprises qui doit être travaillé et réfléchi. D'où, à nouveau, l'importance, je crois, de réfléchir en fait collectivement au sein des entreprises aux différentes solutions qui peuvent être développées et proposées. Un dernier mot peut-être sur le fait qu'Empreinte développe ses réflexions autour du deuil au travail. Je crois que c'est très important et je me réjouis aussi de pouvoir lire le livre qui serait produit ou tous les travaux qui sont menés, puisqu'en Suisse, nous menons aussi des réflexions en parallèle où nous espérons pouvoir sensibiliser les entreprises à cette difficile question, mais très centrale pour beaucoup de personnes. Merci Marc-Antoine Berthaud. Alors restez avec nous, parce que sur le chat, vous savez que les gens peuvent intervenir en direct. Et là, nous avons des questions pour vous. Que répondre à ceux qui estiment que le deuil est une histoire personnelle qui ne regarde pas l'employeur ? Oui, alors je pense qu'il faut laisser le choix à la personne de ne pas, au fond, intervenir. Par contre, il est important pour que les employeurs proposent des choses, mettent à disposition. On a souvent noté un suivi de manière indirecte de la part des responsables de ressources humaines. Et ce suivi indirect est très important. C'est-à-dire qu'on va se renseigner auprès du cadre supérieur hiérarchique direct de la personne pour voir comment vont les choses. Donc, évidemment, c'est très sensible puisqu'il ne faut pas, je crois, forcer la main aux personnes en deuil et proposer de nouvelles initiatives pourrait tout à fait être intéressante pour éviter ce sentiment en fait, d'entrer dans la sphère personnelle des personnes en deuil. Alors, je le disais au tout début, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Vivre un deuil au travail, la mort dans les relations professionnelles ». Eh bien, justement, il y a une question à propos de cet ouvrage. Vous parlez du cruel oubli dans ce livre. Comment le deuil, dans sa durée, peut-il être reconnu au travail ? Actuellement, et on l'a entendu, je crois, il y a un arbitrage qui est souvent médical de la question du deuil, c'est-à-dire qu'un arrêt de travail passe par un médecin. Peut-être qu'il pourrait être inventé de nouvelles formes en fait d'officialisation du statut de deuil et de mise en arrêt temporaire si nécessaire par d'autres personnes. On a évoqué tout à l'heure le rôle des travailleurs sociaux. Donc c'est une manière peut-être d'adoucir en quelque sorte le fait que les personnes en deuil ne sont pas des personnes forcément malades, mais ils sont souvent rapportés à cette situation de la maladie. Donc trouver une voie comme celle-là pourrait être intéressante au fond pour déstigmatiser la question du deuil dans le monde du travail et l'accueillir de manière un peu plus favorable. Et là, vous développez un point que Marie a développé tout à l'heure. Oui, absolument. Puis c'est vraiment intéressant cette concomitance là des travaux helvètes et ici en France. Et je crois que vraiment, ils ont de l'avance parce qu'ils ont exploré plus sur le terrain grâce à Marc-Antoine Berthaud que nous ne l'avons fait ici. Donc on va se nourrir abondamment des côtés très techniques de ce qui a été présenté là, mais qui fait qu'on pourra s'assurer de faire des propositions qui sont adaptées. Merci Marc-Antoine Berthaud, vous étiez avec nous en direct de Lausanne. Bonne journée. Merci à vous et bonne journée. Merci. Empreinte travaille sur les expériences de terrain, comme Marc-Antoine Berthaud. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Nadia. Nadia, elle est assistante sociale dans un grand groupe de cosmétiques. Elle a suivi la formation de référent deuil proposée par Empreinte. Je suis Nadia Adrif, je suis assistante sociale du travail depuis maintenant presque 25 ans et ça fait maintenant 16 ans que j'exerce dans le groupe dans le groupe d'aujourd'hui. Donc en tant qu'assistante sociale, j'ai un grand rôle d'écoute, d'accueil et puis d'accompagnement des salariés à l'intérieur de l'entreprise. L'idée, c'est aussi d'accompagner l'entreprise autour de dispositifs plus globaux et les améliorer. Donc il y a vraiment toujours une interface entre l'individuel et le collectif. Comment l'individuel va faire remonter des besoins plus collectifs et
Notre société a bien compris ce rôle et du coup l'idée c'est aussi d'améliorer tout ce qui est lié aux relations sociales ou tout ce qui est lié au dispositif interne de l'entreprise. Quand il y a un décès aussi, pour moi, en fait, c'est comme si tout s'arrête. Il faut vraiment prendre en charge une famille et aussi toute une équipe. Et puis, même pour l'entreprise, c'est vraiment un moment fort parce que quelqu'un n'est plus là. Et c'est pas trop dans... Voilà, heureusement, c'est pas tous les jours, mais c'est des événements qui renvoient à soi, parce qu'on a tous peut-être perdu quelqu'un, on n'a peut-être pas fait nos deuils aussi, et du coup, cette partie d'écoute attentive, on est vraiment comme un chef d'orchestre, et là, on va orchestrer, on va expliquer, voilà, on a la première étape, la personne disparaît, contact avec la famille, pour voir un petit peu leurs souhaits par rapport aux obsèques. C'est donner cette information à toute cette coordination, c'est-à-dire à la fois les managers, les RH, le service de santé au travail, notre direction de santé au travail et de qualité de vie au travail, même notre direction de l'innovation sociale, comme on dit chez nous. C'est souvent le directeur des ressources humaines ou en tout cas le proche des directeurs des ressources humaines qui va m'interpeller directement parce qu'il sait que l'assistante sociale du travail, de manière générale, c'est vraiment celle qui coordonne ce sujet, afin de se mettre à disposition de la famille, soit immédiatement, mais en général c'est souvent immédiatement, ou une mise à disposition aussi par courrier. Ça va toujours dépendre un petit peu de la situation. Nous, on va avoir un point d'attention et c'est pour ça que c'est important de travailler en concertation avec tout le monde, le manager lui-même, parce qu'il est affecté, ainsi que les équipes, souvent le directeur de ressources humaines ou en tout cas le responsable des ressources humaines de proximité, et puis nos médecins du travail, bien sûr, et puis infirmières, je dirais le service de santé au travail de manière générale, et aussi notre direction, puisque nous avons une direction de la santé et de la qualité de vie au travail. Et du coup, nous nous concertons pour savoir qu'est-ce qui va être approprié. Le degré, je dirais, d'anxiété, de tristesse, le degré d'impact pour certaines personnes ou certains collaborateurs. Donc les circonstances vont être très importantes en fait. Et du coup, nous travaillons avec Préventis, qui est donc un cabinet spécialiste dans les risques psychosociaux, avec des psychologues dédiés. Et on va du coup soit mettre en place des groupes de parole, ou alors vraiment une proposition d'entretien téléphonique pour ceux qui le désiraient et qui en auraient besoin. Souvent, ça donne lieu à un arrêt maladie, et qui peut durer ou pas. Et durant cet arrêt maladie, il y a toute l'équipe aussi, ou lorsqu'il y a eu l'événement, il y a toujours à vérifier aussi qui était proche de la personne, ou qui est touché par un deuil et qui peut aussi être affecté. Et du coup, c'est aussi vérifier quels sont les besoins de l'équipe par rapport à ça ou pas, même si pourtant c'est un conjoint. Il y a toujours ce besoin de vérifier que d'autres ne sont pas affectés par la situation. Pour beaucoup de familles qui se retrouvent sans leur conjoint, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, beaucoup d'incompréhension quelquefois, surtout sur les décès qui peuvent être accidentels, je pense que oui, cet accompagnement est précieux. Ils ont besoin d'un référent, en fait, quelqu'un. On ne peut pas... c'est ce qu'on dit, nous, dans l'entreprise, parce que quelquefois, il y a beaucoup d'émotions. Tout le monde veut se mêler de ce qui se passe, en fait. Mêler, mais c'est presque comment on va dire, avec bonne volonté. Mais en fait, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui coordonne ces situations dans l'entreprise pour pas que ça aille dans tous les sens. Et puis aussi pour rassurer. Alors, on l'a entendu, Nadia parle d'un référent deuil au travail. C'est une des propositions de votre livre blanc et vous l'avez mise en place. Oui, absolument. Alors, le référent deuil, c'est partout pour nous. Il faudrait des référents deuil dans les écoles, dans les EHPAD, en prison, à l'hôpital. Il faut des référents deuil un peu partout. C'est une personne ressource qui a quelques billes, quelques repères sur le deuil.
une formation vraiment en 2 jours, courte, sur à la fois la clinique du deuil, les étapes du deuil, mais aussi les effets, les émotions liées au deuil et quelques repères sur comment l'accompagner. Donc ça permet vraiment de dédramatiser sans banaliser le sujet du deuil au travail. Voilà. Donc dans ce grand groupe, évidemment, il y a beaucoup d'interlocuteurs, mais je peux vous dire que ce n'est pas partout que le service qualité de vie au travail, RH, action sociale, santé au travail, les CSE, on avait une question là-dessus, sur le rôle des CSE en entreprise. Ce n'est pas dans tous les grands groupes qu'ils interviennent sur le sujet du deuil. Alors, l'association donc a créé ces formations il y a 1 an. Combien de personnes ont été formées jusqu'à présent? 50. Et on en est très fiers. On a des retours très positifs. Le seul frein qui reste, c'est comment ils peuvent convaincre leurs propres organisations de mettre en place des dispositifs. Et le référent deuil, donc on l'a bien compris, il va être là justement pour peut-être trouver la bonne façon de parler et d'expliquer aussi aux collègues comment se conduire avec les personnes. Oui, écouter, informer, orienter, mais aussi le référent deuil, il va accompagner l'organisation, l'entreprise, à mettre en place des dispositifs aidants. Je repense au témoignage de Laurence Ferrari qu'on a écouté tout à l'heure. Elle parlait de quelque chose, cette injonction à aller bien, c'est-à-dire, ok, la première semaine, tu as vécu un deuil, d'accord, je comprends, mais après, c'est bon, quoi, ça va. Injonction à aller bien et vite. Et vite. Et vite. Et donc ça, c'est vraiment un manque de connaissances sur le processus de deuil. Donc juste avec un référent dans un organisme, on arrive à dépasser cette idée reçue. Alors on voit que l'association Empreinte avance et fait vraiment bouger les choses. Et ça, on en est très très heureux tous. L'association, pour faire tout ça, a besoin de partenaires. Nous avons écouté tout à l'heure Pierre Meyer de l'OCIRP, Frédéric Bernard de Clésia. Et le 3e partenaire d'Empreinte, c'est la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire avec Aubin de Magninville. Vous m'entendez là? Eh oui, on vous entend. Bonjour, Aubin de Magninville. Bonjour, merci de me... Donc vous êtes en duplex avec vous ce matin et vous allez nous expliquer donc les activités de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire en quelques mots. Oui, merci de me laisser la parole. En fait, je suis ravi de ces assises. La CSNAF, la Chambre nationale syndicale de l'art funéraire, sponsorise ces assises depuis déjà 3 sessions. Et quand je vois la qualité des échanges que j'entends aujourd'hui, la précision de l'étude Crédoc, je suis ravi. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Empreinte est en train de faire bouger les lignes, et ça, je m'en réjouis. Qu'est-ce que la Chambre syndicale? La Chambre syndicale nationale de l'art funéraire, c'est une organisation sans but lucratif qui fédère les fabricants d'articles funéraires français. Et ces artisans, ces fabricants, ils peuvent réaliser des cercueils, des capitonnages, des plaques, des fleurs, etc. C'est tout ce dont on a besoin au moment de l'organisation pratico-pratique des obsèques. Et la Chambre syndicale, elle se sent, et ses adhérents se sentent investis d'une mission d'accompagnement dans le deuil par la proposition d'une offre concernant ces articles qui répondent le plus possible aux demandes des familles. Alors, les industriels vendent aux pompes funèbres, mais nous concevons nos produits, nous les réalisons en ayant en tête la satisfaction, entre guillemets, des familles. Il faut que les produits correspondent à à quoi ressemblait le défunt. Je m'explique. Si on a un deuil d'un chasseur, le cercueil, il faut qu'il ait un motif campagnard. Le capitonnage, il faut qu'il y ait des motifs floraux. Enfin, il faut qu'on s'adapte à chaque fois à la personnalité, finalement.
À la personnalité, oui, et aux us et coutumes des différentes régions de France. Les produits ne sont pas les mêmes qu'on ait un deuil en ville ou à la campagne, au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc, on se sent une mission d'utilité vis-à-vis des familles, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'art funéraire, c'est de réaliser au mieux des produits qui collent à ce qu'attendent les familles. En fait. Et c'est pas évident. Ouais, j'imagine que dans ce cas-là, évidemment, les études du Crédoc aussi vous sont précieuses. Alors, selon vous, que faudrait-il améliorer pour mieux accompagner le deuil au travail demain? Et là, c'est peut-être votre casquette de chef d'entreprise qu'il faut mettre pour répondre à cette question. Tout à fait. En fait, ce que j'ai entendu aujourd'hui était très, très intéressant, particulièrement dans l'étude Crédoc, mais aussi les intervenants. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Par contre, je vais apporter d'autres petits éléments peut-être intéressants. Je distinguerai deux types d'entreprises. Les entreprises inhumaines ou, je dirais, déshumanisées, les grosses entreprises, celles où le manager n'a peut-être pas beaucoup d'empathie, et les petites et moyennes entreprises qui sont peut-être plus paternalistes et peut-être plus à l'écoute de leurs salariés. Ce qu'il faut, en fait, c'est apprendre aux managers ou aux patrons, mais aux managers, comme c'était dit tout à l'heure, apprendre l'empathie, en fait. Il y a certaines phrases qui font mal, certaines phrases qui sont omises. Il faut apprendre aux managers à écouter tout bêtement et à avoir de l'empathie. Et rien que ça, c'est beaucoup. Sinon, actuellement, bon, on applique de façon quasiment mécanique ou mathématique ce qu'offre la loi ou la convention collective, c'est-à-dire les jours de congé, etc. Mais ça, c'est assez froid. Et je pense, et ça a été dit aujourd'hui, qu'il y a encore des choses à faire. J'ouvrirai une petite parenthèse en me disant que, en tant que chef d'entreprise, je préfère des mesures d'incitation à des mesures de coercition, à savoir de la défiscalisation, des choses vertueuses en fait. Quand ça tombe un petit peu abrupt, c'est parfois difficile à la possibilité pour le chef d'entreprise en fait d'utiliser ou pas ce système, par exemple d'offrir des jours de congés supplémentaires, des jours qui seraient donc sans charge, défiscalisés. Mais exactement, même donner une prime. Si la prime pouvait être défiscalisée à ce moment-là, bon, ça serait plus facile d'en donner une. Pareil, j'aime bien, si je prends mon cas personnel, donner des jours de congé aux salariés qui désirent aller à l'enterrement ou aux obsèques. Ça, je trouve ça très, très bien d'avoir cette aide de collègues, ce soutien de collègues au moment des obsèques. Et ben voilà, ce sont des pistes à suivre, évidemment. Et évidemment, la formation référent deuil, plus que jamais précieuse, on le constate. Merci. Un partenaire vraiment précieux aussi. Ah oui, merci beaucoup alors de soutenir Empreinte et on espère bien que vous allez continuer parce que ça nous donne l'occasion voilà, d'avancer sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur de Magnanville. Très bonne journée. C'est moi. Au revoir. Madame. Au revoir, Marie. Je rappelle donc évidemment que la Chambre, vous êtes partenaire de l'association Empreinte et président, voilà, je ne trouvais plus le mot, de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire. Depuis 9 h ce matin, nous avons écouté des témoignages, pris connaissance de chiffres et entendu différents experts. Tout ça dans un but, lequel? Faire avancer la prise en charge du deuil au travail. Et ça, c'est un chantier à mener collectivement. Donc, quand on dit collectivement, peut-être que vous aussi, vous pouvez participer à tout ça. En cette fin de matinale, nous entendrons la députée, Madame Audrey Dufeu, qui nous proposera des propositions, et nous découvrirons avec elle les propositions concrètes, donc portées par les témoins entendus ce matin. Mais auparavant, Empreinte va nous présenter les prochaines étapes de sa démarche et comment faire donc pour participer à tout ça.